Bonjour. Oui, je vais me présenter. Je suis Jamila Bentrar, donc je suis chef de projet renouvellement urbain à la métropole européenne de Lille. Alors, je vais partager mon écran. Hop, et voilà. Et du coup, en fait, j'ai effectivement eu l'opportunité de travailler dans le cadre d'un appel à projet européen qui s'appelait Cradle to Cradle C2C Biz. L'ambition, c'était d'appliquer les principes de l'économie circulaire à l'échelle d'une opération d'aménagement. On l'avait fait à l'échelle d'un bâtiment, c'est la maison du projet de la Lénière, je vais en parler par la suite, mais avec ce retour d'expérience, l'idée c'était comment extrapoler finalement ces concepts-là, non pas à l'échelle d'un bâtiment, mais même à l'échelle d'une opération d'aménagement et même à l'échelle de documents de planification. Donc c'est la question de comment finalement déployer les concepts de l'économie circulaire dans l'urbanisme de planification et dans l'urbanisme opérationnel. Et c'est comme ça qu'en fait est né le projet Janus. Le projet Janus, alors pourquoi il s'appelle Janus ce projet? Parce qu'en fait, Janus c'est un dieu romain, le dieu romain aux deux visages. Et en fait, il regarde vers le passé parce que l'idée c'est effectivement de capitaliser sur les erreurs du passé, de comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, on capitalise sur le fait que effectivement les modèles linéaires consomment et gaspillent les ressources. Et puis, il regarde aussi vers le futur pour essayer de construire un futur souhaitable tout en capitalisant sur ces erreurs du passé. Donc, en fait, l'ambition principale du projet Janus, c'est de s'inspirer des écosystèmes naturels dans le processus de fabrication de la ville. Et en fait, on se rend compte que dans la nature, dans les écosystèmes naturels, les équilibres sont cycliques. Et en fait, c'est aussi pour ça que finalement, le sommaire de ma présentation est en forme de cycle et de boucle, pour essayer de faire passer le message. Si à un moment on veut déployer le concept de l'économie circulaire, il faut aussi avoir un mode de raisonnement circulaire dans les solutions qu'on veut proposer. Donc, il y a une première partie qui est le contexte. En fait, c'est en trois phases. Un contexte, concept, concret. Le contexte pour observer, comprendre les enjeux du territoire. Donc, en vue de définir une stratégie qui est adaptée au contexte. Le concept, parce qu'une fois qu'on a identifié les enjeux d'un territoire, on est quand même sur des échelles qui sont importantes. On a une pluralité d'échelles, une pluralité de partenaires, une pluralité d'acteurs, une pluralité d'intérêts. Donc, c'est éminemment complexe et c'est pour ça que le concept permet d'appréhender un peu ces enjeux dans une approche un peu globale. Et le concept, il permet de décliner et de proposer des solutions sur des cas concrets. Et donc, c'est là où intervient l'innovation, c'est là où on propose des démonstrateurs. Mais l'enjeu, c'est bien d'évaluer finalement les solutions qu'on déploie pour vérifier si finalement ces solutions ont permis de faire évoluer le contexte de façon favorable. Et c'est comme ça qu'on forme une boucle et qu'on réanalyse le contexte pour vérifier si on a fait évoluer les choses. C'est les concepts de l'amélioration continue, c'est la route d'Hemming pour ceux qui connaissent un peu en organisation. Donc, la présentation prendra cette forme contexte, concept, concret. Pour la partie contexte, je vais présenter très rapidement le territoire de la métropole de Lille. Donc, c'est plus de 90 communes, plus d'1 million d'habitants, 61 415 hectares, parce que c'est notre foncier, c'est notre territoire, c'est notre aire de gestion, et près de 2 milliards d'euros de budget annuel. Donc, on est une métropole, on intervient dans de nombreux domaines, le développement économique, l'habitat, la gestion des déchets, l'énergie, la culture, de nombreuses compétences. Si on reprend le contexte, si on reprend l'histoire de ce territoire, en fait, c'est un territoire qui, en un siècle, s'est développé de façon fulgurante, un développement urbain et un développement économique, notamment autour d'une activité économique qui est l'activité textile. On a l'exemple de la ville de Roubaix qui a eu plus de 70 000 habitants en moins d'un siècle autour de cette activité textile. Une activité qui était symbole de logement, d'emploi pour tous. Le souci, c'est qu'à partir des années 60, on a commencé à avoir cette activité périclitée du fait de la compétition internationale. Et donc, encore aujourd'hui, ce territoire, j'ai pris l'exemple de Roubaix, mais c'est à l'échelle de la métropole et de façon globale, tout le développement industriel qui a progressivement périclité dans le siècle dernier. Et aujourd'hui, en fait, on concentre encore des difficultés puisque finalement, on concentre énormément de friches industrielles et puis on a encore des difficultés sociales. Donc, encore aujourd'hui, on cherche des solutions par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'on en retire de cette histoire, de cet élément de contexte? C'est qu'en fait, on n'a pas anticipé
la fin d'un cycle d'usage inhérent à l'activité textile. Et aujourd'hui, ce manque d'anticipation se traduit spatialement et au niveau aussi des difficultés sociales du territoire. Et en fait, si on prend cette tendance-là et qu'on se projette un petit peu, on se rend compte qu'il peut potentiellement encore arriver la même chose. Par exemple, au niveau, puisqu'on sent qu'il y a de nouveaux usages qui apparaissent et qu'il va y avoir aussi de nouvelles fins de cycle d'usage. Par exemple, par rapport à l'activité commerce, on sait que les grandes surfaces commerciales sont concurrencées progressivement par le e-commerce. On sait que le tertiaire va être de plus en plus concurrencé par le télétravail et encore aujourd'hui, du fait du confinement, c'est probablement une tendance qui va s'accélérer puisqu'il y a un apprentissage qui se fait sur ces nouvelles façons de travailler. Et donc, on peut supposer qu'il va y avoir encore de nouveaux comportements, de nouveaux usages et donc, il y a un enjeu d'anticiper les fins de cycle d'usage, ce qui me permet de passer donc du contexte au concept. Et sur cette partie concept, en fait, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend finalement que notre modèle de fabrication de la ville, le modèle d'aménagement du territoire, en réalité, il est linéaire. Alors, globalement, comment ça se passe? À l'échelle d'un territoire, on a des premières phases d'observation, on a des grands observatoires qui nous permettent de comprendre un peu comment fonctionne le territoire, quels sont les besoins. Ensuite, on commence à identifier des secteurs où on va intervenir de façon opérationnelle, de façon concrète. Donc, c'est les grands secteurs d'aménagement et on engage en fait des phases d'études. En général, là, on travaille avec des équipes pluridisciplinaires, avec des architectes, des urbanistes. On a une pluralité de métiers, des paysagistes, des experts dans tout ce qui est voirie, réseau, etc. On conçoit notre projet, on identifie notre programme en termes d'immobilier d'entreprise, en termes de logement, en termes d'équipement public, en termes d'infrastructures de voirie. Puis une fois qu'on a dessiné un peu les grands programmes, on passe à une phase de montage. Donc la phase de montage, c'est la phase un petit peu complexe où en fait on négocie en fait sur comment on va réaliser le projet, le qui fait quoi, le qui paye quoi, quelles seront les locomotives juridiques, les contrats. Je ne vais pas développer cette partie qui est éminemment complexe et qui relève du métier du chef de projet en aménagement, mais on est dans les règles du jeu à cette étape-là. Ensuite, une fois qu'on a défini les règles du jeu, on a la phase de réalisation. Donc, la réalisation des travaux, en général, on réalise les travaux de voirie, les équipements publics. Et puis, on a une phase de commercialisation, soit pour des usages activités, soit pour des usages d'habitat et tous les usages qui ont été identifiés. Et finalement, c'est à la fin, c'est uniquement à la fin de tout ce process-là, hein, qui peut durer des années, qu'on a un utilisateur final. L'utilisateur final, c'est le dénominateur commun en fait à toutes les parties prenantes. On a le promoteur qui veut vendre ce qu'il aura construit, on a l'aménageur qui veut vendre les terrains, on a le bailleur qui veut avoir des locataires, on a globalement les élus qui veulent avoir des habitants, des entreprises, des salariés. Et puis, finalement, les utilisateurs sont le dénominateur commun de toutes les parties prenantes. Et le problème avec ce process qui est linéaire et qui fonctionne étape par étape, en fait, c'est un process qui manque d'agilité parce qu'en fait, il ne permet pas de s'adapter à l'évolution des usages dans le temps puisque c'est un process qui est très, très long. Et une fois qu'on a les utilisateurs, si on a des tendances qui évoluent, si on a de nouveaux besoins, et en plus, avec la révolution numérique, on a une accélération de l'apparition des nouveaux usages, eh ben, ce système-là, il est trop lent, il ne permet pas de s'adapter à des nouveaux usages qui apparaissent régulièrement. C'est aussi un process qui est hyper consommateur de ressources. Pourquoi ? Parce que finalement, on a un usage et puis quand on arrive à la fin du cycle d'usage, finalement, eh ben, si on a de nouveaux besoins, finalement, on va les s'étaler, on va aller chercher d'autres espaces ailleurs pour se développer. Et c'est comme ça qu'on génère en fait l'étalement urbain puisqu'on ne réutilise pas le même terrain qui est arrivé en fin de cycle d'usage. C'est un process qui est également consommateur de temps. En fait, on ne peut pas commencer une étape tant qu'on n'a pas terminé la précédente. Et c'est pour ça qu'il faut 5 à 10 ans pour mettre en œuvre un projet urbain et encore un projet quand il est porté politiquement, puisque ces étapes-là sont complexes, sont longues et brassent énormément d'acteurs. Et c'est aussi un process qui est hyper consommateur de moyens humains, matériels et financiers,
Parce que, en fait, chaque séquence mobilise ses propres ressources. Alors, ça peut être pour des raisons organisationnelles, une logique de silo, une logique de compétences, une logique de limite administrative, mais ça peut être aussi du fait de la réglementation. Par exemple, dans le Code des marchés publics, quand on a une puissance publique qui, d'un côté, définit ses besoins et de l'autre côté, des opérateurs privés qui s'organisent pour répondre, finalement, autour d'un même sujet, on a une pluralité d'interlocuteurs qui travaillent sur le même sujet et ça mobilise énormément de ressources. Et enfin, c'est un process en fait qui engage les élus dans une forme de navigation à vue, dans la mesure où finalement, entre la première phase d'étude et puis la phase où on a les utilisateurs finaux, en fait, on n'a pas la garantie d'avoir les utilisateurs finaux dans tout le process, à chaque étape. Et donc, en général, ça génère des incertitudes qui se traduisent par une prise de risque qui est souvent en fait portée par la puissance publique. Donc ça, c'est le modèle d'aménagement linéaire tel qu'il existe aujourd'hui. Le problème avec ce modèle-là, c'est que quand on est dans des secteurs qui manquent d'attractivité, on peut finalement être dans un process où on a créé, on a fabriqué la ville, et puis on ne parvient pas à commercialiser les terrains parce que ça manque d'attractivité. Et donc là, on a généré finalement des friches. Donc ça, c'est une option qui est dans les terrains qui manquent, les secteurs qui nécessitent un retour en attractivité. Mais lorsque finalement la commercialisation s'opère, on commercialise, on a les utilisateurs finaux, mais finalement, on a quand même une fin de cycle d'usage qui arrive parce que les bâtiments deviennent obsolescents, parce que les usages évoluent, parce que le secteur perd en attractivité et qu'on va vers d'autres secteurs. Quoi qu'il arrive, la logique cyclique apparaît et à un moment donné, on est sur des temporalités qui peuvent aller jusqu'à 40 ans, mais parfois, on arrive à des fins de cycle d'usage sur des fonctions urbaines et ça suppose de re-questionner ces secteurs et c'est là où apparaît la logique de renouvellement urbain. Donc, par rapport à cette logique de process, en fait, les principales ressources, par rapport au projet Janus, l'idée c'est de présenter ce projet, on a fait le choix en fait de se concentrer sur deux ressources qui sont mobilisées de façon principale dans le process de fabrication de la ville. Donc c'est le foncier, parce que le foncier, le sol est support des fonctions urbaines, et la matière pour les constructeurs qui sont dans les deux cas des ressources qui sont finies et qui sont mobilisées soit par les gestionnaires de territoire pour la partie foncier, soit par les opérateurs constructeurs, aménageurs, opérateurs immobiliers pour la partie construction. Donc, toujours dans cette logique de concept, je rappelle la présentation, contexte, concept, concret. L'enjeu, en fait, c'est de... En fait, ce modèle linéaire ne permet pas de préserver ces ressources, les ressources mobilisées dans la fabrication de la ville. Et l'idée, c'est de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, à un modèle cyclique. Et en fait, finalement, on se rend compte que ces étapes, études, montage, réalisation d'équipements, commercialisation, ces étapes-là, en réalité, correspondent à un process de transformation. Quand la puissance publique intervient sur des grands périmètres pour modifier, pour proposer de nouvelles fonctions urbaines, en réalité, elle engage un process de transformation pour répondre aux nouveaux usages, à des nouveaux besoins. Et finalement, l'enjeu, c'est quand on arrive à la fin du cycle d'usage, c'est au lieu d'être dans une logique de fin de cycle, c'est de se dire que l'on sait par avance qu'il va y avoir un nouveau process de transformation engagé et ça suppose d'accepter cette notion de fin de cycle d'usage. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive finalement à un modèle qui est circulaire et même dynamique, puisque la logique, c'est usage, transformation, et on remet au cœur de la stratégie finalement une mobilisation efficiente des ressources qui sont mobilisées dans le process de fabrication de la ville. Et en l'occurrence, on a fait le choix de se concentrer sur la ressource matière pour les constructeurs et la ressource foncier pour les territoires. Donc, pour mobiliser de façon efficiente ces ressources, l'enjeu, c'est de pouvoir les tracer, de pouvoir les suivre. Et c'est l'intérêt aussi de travailler en partenariat avec myopsycléa. Donc, je laisserai Adèle préciser l'outil. Mais l'idée, c'est effectivement de développer un outil de management des ressources qui permet d'identifier qui est propriétaire d'une ressource. On peut être propriétaire d'une ressource alors qu'elle est utilisée. Un bâtiment peut remplir mais en même temps, ce bâtiment, il est conçu de matière et l'enjeu, c'est de connaître ce stock
d'un point de vue qualitatif et quantitatif des ressources. Une fois qu'on arrive en fin de cycle d'usage, l'enjeu, c'est de connecter celui qui est propriétaire d'une ressource avec celui qui est capable de la transformer pour aller vers de nouveaux usages. Et puis, il faut connecter le transformateur avec les utilisateurs. Et c'est quand le système, en fait, est dynamique que, finalement, on bascule dans un modèle circulaire. L'intérêt aussi de ce modèle circulaire, c'est que dans le modèle linéaire, parce que c'est une injonction qu'on a au niveau du management des territoires, c'est de répondre en fait aux attentes des populations et d'être en capacité d'y répondre à court terme. Et en fait, dans le modèle linéaire, on répond aux besoins à court terme, mais on dégrade les ressources sur le temps long. Dans le modèle circulaire, on est en capacité de répondre aux besoins des populations sur le temps court, tout en préservant les ressources sur le temps long. Donc, c'est une solution durable de passer au modèle circulaire. Donc, ça, c'était pour la partie concept. Concrètement, comment tout ça se traduit. Et donc, l'enjeu, on l'a identifié pour l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, et d'avoir un utilisateur final, c'est le dénominateur commun. Donc, la première chose, le premier réflexe, c'est effectivement quand on travaille à la conception d'un projet urbain ou même quand on travaille à la programmation d'un bâtiment, c'est de s'assurer que ce qu'on va concevoir, ce qu'on va programmer répond bien aux besoins des utilisateurs finaux. Donc, une façon de travailler, c'est effectivement tout simplement de passer d'une logique descendante à une logique top-down, bottom-up, et de travailler finalement avec les futurs utilisateurs et s'assurer que ce qu'on va proposer va bien répondre aux besoins et qu'on ne va pas créer des programmes, des bâtiments qui vont finalement ne pas servir. Donc ça, c'est le premier niveau, mais ça, c'est quand on est capable d'identifier ces utilisateurs finaux, c'est quand ils sont là et c'est quand on peut discuter avec eux. Mais la réalité des faits, c'est qu'au vu de la temporalité pour la fabrication de la ville, la majeure partie du temps, on ne connaît pas les utilisateurs finaux. Et c'est pour ça c'est là qu'intervient l'innovation. Et donc, ça s'est traduit notamment au travers de la Maison du Projet de la Lénière, qui est le premier bâtiment qui a été labellisé Cradle to Cradle en France, et qui est en fait un bâtiment qui a été conçu de façon à anticiper la réversibilité d'usage, avec des modes de construction qui sont agiles. Donc, en fait, dans la conception, dès la conception, en fait, les questions qu'on se pose ne sont pas les mêmes. La question, c'est comment avoir un impact positif sur la santé humaine, comment avoir un impact positif sur les écosystèmes. Donc, et l'enjeu, c'est effectivement d'utiliser des matériaux sains pour se dire on va réutiliser cette matière. Donc, on est dans d'autres logiques. Et c'est pour ça que ce bâtiment n'avait pas de colle, pas de PVC, pas de produits émissifs. On a choisi des matériaux sains dans l'optique de pouvoir les réutiliser. Ça, c'est pour le long terme, une fois qu'on se dit que le bâtiment sera démoli parce qu'on n'en aura plus d'usage. À plus court terme, on est aussi sur un bâtiment dont les fonctions sont modulaires. On ne sait pas quels seront les usages. Et en fait, à l'intérieur du bâtiment, en fait, il y a tout un système de méga meubles pour des fonctions cuisinées, fonctions salle de réunion, fonctions salle d'exposition. Aujourd'hui, ce bâtiment, il remplit plusieurs fonctions et on a tout un système de méga meubles. En fait, il n'y a pas un espace qui est dédié à un usage. On est plutôt sur des modules et en fonction des usages, on mobilise le module, sachant que ces modules peuvent être autant utilisés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, c'est ça l'agilité, la modularité et aussi un bâtiment en fait, dont les fondations sont sur vis, ce qui permettra, et on est aussi sur un système mécano, où en fait on facilite la démontabilité du bâtiment, où on peut le réutiliser. Et l'enjeu aussi derrière, c'est de se dire que si on a un système de fondation sur vis et qu'on peut démonter facilement le bâtiment, eh ben en réalité le foncier qui est en dessous, lui, est préservé, puisqu'on n'a pas utilisé de produits chimiques, on n'a pas coulé de béton. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réutiliser, de préserver cette fonction sol et de pouvoir le réutiliser par la suite sur d'autres usages. Donc, ces concepts-là, ils sont inspirés du cradle to cradle. Donc, en fait, les trois principes du C2C, le premier, c'est waste is food. Donc, effectivement, là, on se dit qu'on est en fin de cycle d'usage, je peux réutiliser la matière. Donc, ça devient une ressource et on est dans un équilibre durable. Le deuxième principe, c'est l'efficience énergétique. Et au-delà du bâtiment bas carbone et tous ces concepts-là, même dans le process en fait, d'organisation, de conception,
on est dans une optimisation puisque finalement, le fait d'anticiper la réutilisation fait qu'on travaillera de façon plus optimale. Et puis, le dernier principe, c'est Diversity Celebration. Je reconnais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour appréhender ce troisième concept que j'avais un peu de mal à intégrer et à redéployer sur l'échelle des projets d'aménagement. Et finalement, en fait, derrière cette notion de diversité, en réalité, plus on est capable de répondre par cette modularité et par cette réversibilité, plus on est capable de répondre à une pluralité de besoins, plus on a d'opportunités de faire matcher l'offre et la demande et donc d'avoir un utilisateur final. Et donc, c'est en ça que la diversité est une richesse pour les territoires et finalement, c'est ça qui a inspiré des écosystèmes naturels. Donc, pour passer du concept au concret et au projet Janus, donc en fait, le projet Janus, il réunit un certain nombre de partenaires dont je vais juste mentionner, identifier les logos là, dans la slide suivante. Mais en fait, l'enjeu derrière cette notion de Janus avec cette tête aux deux visages, l'enjeu, c'est de changer de paradigme. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau national et même au niveau européen, en fait, on a ce qu'on appelle la séquence ERC, c'est la séquence éviter, réduire, compenser, hein, c'est un cadre juridique. Ça veut dire quoi? En fait, à l'échelle d'un document de planification, à l'échelle d'une opération d'aménagement, à l'échelle d'un projet, en fait, le cadre légal vous dit, en fait, vous définissez votre besoin, vous fabriquez votre projet. Et le cadre légal dit, vous identifiez les impacts négatifs de votre projet, impacts négatifs sur l'environnement, que vous allez chercher à éviter, réduire, compenser. La donnée d'entrée, c'est j'identifie mon besoin et je conçois mon projet. Et ensuite, je cherche à éviter, réduire, compenser les impacts négatifs sur mon environnement. Le problème avec cette séquence ERC, hein, qui est dans les textes et qui est vraiment un cadre légal, c'est que ça génère des externalités négatives. Parce que la donnée d'entrée, c'est « je consens à avoir un impact négatif sur l'environnement », que je cherche à éviter, réduire, compenser. Mais dans tous les sens, la donnée d'entrée, c'est « je consens à avoir un impact négatif sur l'environnement ». Et l'idée, en fait, et c'est la proposition de Janus, c'est de passer d'un cadre qui génère des externalités négatives à un cadre qui génère des externalités positives. La donnée d'entrée n'est pas la même, c'est je consens, j'accepte que je dépends d'un stock limité de ressources, qui peut être matériel ou immatériel, mais je dépends d'un stock de ressources. Et en fait, l'enjeu, c'est d'identifier ce stock de ressources et dès la conception du projet, quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition et que je cherche à préserver, valoriser ou développer, et ce qui me permet de développer sans dégrader mon territoire, et ce qui est générateur d'externalités positives. En fait, l'enjeu, c'est qu'on ne se pose pas du tout les mêmes questions, les cadres sont différents, et du coup, les conséquences, la traduction est différente au niveau des territoires. Et donc, concrètement, comme on passe d'un cadre aux externalités négatives à un cadre aux externalités positives, eh ben, l'idée du projet, c'est de proposer les mêmes outils. Donc là, j'ai mis un peu les logos des partenaires avec lesquels on travaille, puisque si on veut questionner le process de fabrication de la ville, on doit travailler avec tous les acteurs qui représentent ce process de fabrication de la ville. C'est pour ça qu'on a des constructeurs, on a des aménageurs, on a des collectivités, on a des démolisseurs, on a des chercheurs, des acteurs issus de la société civile. Et en fait, c'est cette pluralité d'acteurs. Chacun est concerné, chacun a un morceau de la solution, mais chacun dans son coin ne peut pas trouver la solution. On est obligé en fait, de tous travailler ensemble pour modifier le système et surtout crédibiliser les solutions qu'on propose. Et chacun en fait, connaît son métier et son morceau de projet, en tout cas, dans le process de fabrication de la ville. Donc, pour passer du paradigme, d'un paradigme générateur d'externalités négatives à un paradigme générateur d'externalités positives, en réalité, voilà, nous, les solutions qu'on propose, alors ce sont des solutions qu'on a choisi de déployer dans le cadre de notre nouveau programme de renouvellement urbain à la métropole européenne de Lille. On intervient sur une dizaine de sites. Et en fait, finalement, dans les solutions qu'on propose, on prend appui sur le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils d'aide à la décision pour orienter la décision dans les choix de programmation, dans les choix au niveau des fonctions urbaines.
on a des outils de mise en œuvre quand on passe à l'opérationnel, et puis on a des opérations, on a des démonstrateurs. Et en fait, on a proposé exactement la même chose, mais en prenant appui sur un cadre qui est générateur d'externalités positives, plutôt que de prendre appui sur un cadre qui est générateur d'externalités négatives. Et donc, par exemple, pour les outils d'aide à la décision, comment on fait pour passer d'un cadre à un cadre générateur d'externalités positives, donc ce fameux cadre qui permet d'identifier le stock de ressources qu'on a à disposition. Et bien là, à l'échelle du projet de renouvellement urbain de la MEL, on sait qu'on va démolir un certain nombre de bâtiments. Il y a plus de 4000 familles qui vont être relogées dans le cadre de ce programme. Et donc, l'enjeu, ça va être de caractériser qualitativement et quantitativement le stock de ressources de ces bâtiments. Et donc, c'est un partenariat avec le CSTB notamment. Il y a le CERIB. Je ne vais pas tous les lister. Mais l'idée, c'est d'avoir un modèle numérique, de modéliser finalement la mise à disposition des matières qui vont être générées par les démolitions. Et donc, en fait, on a comme ça une visibilité à 10 ans, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a testé, on a essayé de faire de l'économie circulaire à l'échelle d'une opération d'aménagement, et en réalité, on n'y arrive pas parce que c'est trop petit, parce qu'on ne génère pas assez de volume et parce qu'il n'y a pas de modèle économique. À partir du moment où on décide de dézoomer et de le faire à l'échelle de plusieurs sites, et qu'on commence à dézoomer dans l'espace, mais aussi dézoomer dans le temps parce qu'on a de la visibilité à 10 ans sur les volumes qu'on va générer, et ben, ça permet aux filières économiques de s'organiser et de se dire, ben voilà, et c'est comme ça que le territoire devient comme une carrière urbaine. En fait, on sait dans quel délai, dans quelle temporalité on pourra mettre à disposition tel ou tel volume de matière, et on aura aussi les informations sur leurs caractéristiques chimiques. Et donc, c'est en ça où la puissance publique, en fait, qui est finalement développe les outils de planification du territoire, a cette capacité à donner de la visibilité sur le temps long, sur la disponibilité des matières. Ensuite, il y a dans les outils d'aide à la décision aussi, on a un partenariat avec l'Université catholique de Lille, hein, c'est la chaire de la transition, parce qu'en fait, on a fait le choix aussi de travailler sur la question de la perception des acteurs sur l'enjeu de préserver les ressources. Parce qu'on se rend compte finalement que pour changer de paradigme, ça suppose de déconstruire des certitudes pour évoluer vers un nouveau modèle. Il y a une forme de résistance au changement, il y a une inertie dans les modes de faire. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, on ne comprend pas ce qui fait qu'à un moment donné, on intègre ce changement, mais il faut le provoquer. Et donc, avec le projet Janus, l'idée, c'est d'organiser des événements de sensibilisation, donc des conférences, des voyages apprenants, des ateliers inspirants, des séminaires, des visites de projets démonstrateurs. Et en fait, l'idée avec l'Université catholique de Lille, c'est de faire une analyse en fait sociologique et d'identifier en fait quelle est l'évolution finalement de la perception des acteurs sur l'enjeu de la préservation des ressources, et de se dire, bon, quel est l'événement qui fait qu'à un moment donné, les acteurs ont intégré cet enjeu de changer de paradigme et qu'il y a effectivement un enjeu à préserver les ressources, et essayer d'identifier quel est l'événement qui sera peut-être le plus efficace et pour, à l'avenir, finalement, privilégier ces événements qui aident à la transition. Donc là, on est dans les outils d'aide à la décision. Donc, c'est plutôt orienté élus, orienté décideurs techniques au niveau des territoires. Dans les outils de mise en œuvre, on est plutôt orienté sur les opérateurs, sur les aménageurs. Donc, on a effectivement la plateforme intelligente qui est MyUpCyclia. Je laisserai Adèle peut-être développer davantage, mais ce qui nous intéresse, nous, dans cet outil-là, c'est de se dire, même si on a les informations sur la matière. L'enjeu, c'est de savoir où elle est, cette matière, quand est-ce qu'elle est disponible et comment connecter finalement les propriétaires d'une ressource et les transformateurs d'une ressource. Donc, c'est tout l'intérêt de cette plateforme intelligente. On va proposer des guides, des modèles de cahier des charges. Donc, ça, c'est pour accompagner les opérateurs. Et puis, un modèle de cahier des charges pour une étude d'impact aux externalités positives, puisque l'idée, c'est de se dire comment je ne me pose pas la question de comment je cherche à éviter, réduire, compenser des impacts négatifs, mais comment je cherche à générer des impacts positifs. Et le fait de se poser des questions différentes, on trouve des solutions à des questions finalement qu'on ne se posait pas.
Donc ça, c'est pour les outils de mise en œuvre. On est plutôt sur une logique de modèle, sur des sessions de formation, sur un accompagnement aux opérateurs. Et puis, on a la partie démonstrateur, puisque l'idée, c'est effectivement de tester ces outils d'aide à la décision et ces outils de mise en œuvre, c'est de les tester sur des cas concrets pour améliorer les outils et crédibiliser le déploiement. Alors, on a dans nos partenaires une industrie qui s'appelle Vainova. En fait, l'idée dans les démonstrateurs, en fait, il y a deux approches. Il y a effectivement Janus qui regarde vers le passé. Quand on regarde vers le passé, on n'a pas anticipé la fin des cycles d'usage, on n'a pas anticipé la réutilisation. Donc, on se retrouve avec des déchets, on se retrouve avec des matières dont l'enjeu, c'est de les réutiliser. Donc, il y a un enjeu de caractérisation de ces matières. Soit on est capable de les réutiliser et puis d'un point de vue chimique, mais ça suppose d'organiser les filières économiques. Soit on se rend compte qu'au niveau chimique, ce n'est pas possible et qu'il y a un enjeu d'innover au niveau des solutions scientifiques. Et c'est pour ça qu'on a des chercheurs aussi dans les partenaires. Donc ça, c'est Janus qui regarde vers le passé. Et l'idée, c'est aussi Janus qui regarde vers le futur. On est dans une logique d'utiliser des matériaux sains. On est dans une logique d'anticiper la réutilisation. Et finalement, on n'a plus cette difficulté à réutiliser la matière puisqu'on l'aura anticipé. Donc, pour Janus qui regarde vers le passé, les solutions qu'on propose, c'est effectivement trouver des solutions scientifiques pour la valorisation chimique du PVC. Donc ça, c'est une innovation mondiale parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de le faire d'un point de vue mécanique, mais pas d'un point de vue chimique. Donc ça, c'est avec les partenaires Vainova. Ensuite, au niveau des bétons, en partenariat avec le CERIB, le CSTB, l'idée, c'est effectivement de chercher à valoriser 50 000 tonnes de béton. Donc ça va être sur des tests. On va chercher des nouvelles formulations de béton, sur du béton issu des démolitions et aussi avec des briques rouges, chercher des nouvelles formulations permettant de réutiliser dans des bétons type 1, donc dans la construction. Comme ça, on n'a pas de perte de valeur. Et pour finalement Janus qui regarde vers le futur, l'idée, c'est proposer cette éco-conception, mais on va plus loin que les solutions qu'on a déjà développées. Donc, avec le bâtiment, avec la maison du projet de la Lénière, on avait effectivement anticipé le caractère démontable du bâtiment, le caractère matériaux sains pour pouvoir les réutiliser. Le souci, c'est qu'on n'a pas de visibilité à 20 ans, en 30 ans, finalement, qui saura que ce bâtiment a été conçu de cette façon et que la ressource est disponible. Et donc, l'intérêt, d'abord, c'est d'adosser à la technologie BIM la conception du bâtiment pour avoir toutes les informations sur les ressources. Mais potentiellement, à terme, c'est peut-être aussi d'adosser ces informations à des documents au niveau du cadastre. Comme ça, on sait que tel bâtiment, en fait, a été conçu pour que les ressources soient réutilisées et on sait à quel endroit elles sont. Et avec la plateforme Upcyclea, l'idée, c'est aussi de connecter finalement les propriétaires avec des transformateurs quand on arrivera en fin de cycle d'usage. Il y a une dernière solution démonstrateur qui est proposée, toujours dans cette logique de valoriser. Le paradigme, c'est préserver quand c'est de qualité, valoriser quand il y a un enjeu de transformation pour développer sans dégrader. Et donc là, on a un sol pollué sur un secteur, sur une opération d'aménagement de la métropole. Et l'idée, en fait, ça va être de dépolluer ce site. Donc là, par phytomycoremédiation, je ne vais pas développer, c'est scientifique, mais l'idée, c'est de se dire, on va tester finalement de planter plusieurs types de légumes. Et si le légume capte la pollution, on se dit qu'il nettoie le sol. S'il ne capte pas la pollution, peut-être qu'il est comestible et que c'est des questions qui méritent peut-être d'être posées dans un monde où les ressources sont en pénurie. Et ça, c'est un petit peu à côté. On est sur la ressource foncière, mais aussi les fonctions fertiles du sol. Donc, c'est un projet qui est soutenu par la Fondation Nicolas Hulot, par la 3e révolution industrielle région Hauts-de-France et par le pôle de compétitivité économie circulaire Team 2. Et j'en ai fini pour ma présentation. Alors, une première question, même si voilà, vous y avez déjà répondu, Djamila. Donc, pourquoi est-il essentiel, selon vous, d'opérer un changement de modèle spécifiquement dans l'aménagement ? Pour répondre, l'enjeu, effectivement, c'est vrai que j'y ai répondu pendant
pendant la présentation, c'est qu'à l'échelle de l'aménagement, finalement, on a des impacts majeurs au niveau des territoires, qu'on consomme énormément de ressources, qu'on a un impact. Finalement, quand on est à l'échelle de l'aménagement, on est à l'échelle des territoires, et quand on est à l'échelle des territoires, on est sur les impacts des habitants. Et c'est là où finalement, c'est à cette échelle-là où on peut, je pense, opérer le plus grand changement et générer des impacts positifs et répondre finalement à de nombreux défis qu'on a aujourd'hui. C'est un biais qui est majeur selon moi. Mhm. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir, bien sûr, je vous en prie. Alors, une seconde question. Plus concrètement, quel serait le rôle de l'aménageur dans ce processus circulaire? En fait, au niveau de l'aménagement, on est à une échelle, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Donc, on est à la phase où on commence à définir notre besoin en vue de définir le programme pour les utilisateurs. Et finalement, c'est peut-être un bon levier pour tout ce qui sera caractérisation, traçabilité, tout ce qui va être management finalement des ressources. Je pense que c'est à cette échelle-là où on peut avoir une vision la plus amont et aval possible pour essayer de refermer la boucle. Mhm. Oui, bien sûr. Par rapport au projet Janus spécifiquement, comment il a intégré du coup ces différents concepts d'économie circulaire? Alors, le projet Janus, il a l'ambition d'intervenir en fait à tous les niveaux du process de fabrication de la ville ou de l'aménagement, puisqu'en fait, on a au niveau des territoires, on a ce qu'on appelle la planification stratégique. Donc là, on est sur les grands documents d'orientation. Et donc, avec les outils d'aide à la décision, en donnant des informations sur les ressources du territoire, on peut orienter la décision sur la planification au niveau des fonctions urbaines en disant attention, cette fonction urbaine, au regard des usages, au regard des évolutions. Donc, il faut quand même avoir une vision un peu prospective, se dire attention, ce secteur-là peut connaître une fin de cycle d'usage. Donc, il faut être attentif sur les ressources de ce secteur-là pour pouvoir potentiellement les réutiliser parce que tout ça s'organise. Là, on est à l'échelle de la planification et c'est les fameux outils d'aide à la décision que j'avais identifiés tout à l'heure. D'autant plus, j'expliquais que si on avait de la visibilité à 10 ans, 15 ans sur la disponibilité de matières issues de notre programme de renouvellement urbain et des déconstructions qu'on va organiser, ça peut permettre aux filières économiques de s'organiser. Donc là, on est sur la stratégie. Mais c'est aussi à l'échelle opérationnelle. Donc là, on parlait des outils, il y a l'outil MyOpsicléa. Et l'idée, en fait, c'est de se dire à l'échelle d'un bâtiment, il faut qu'on ait sur le temps long les informations, donc la caractérisation et quantitative et qualitative des matières du bâtiment, mais ça pourrait être le cas aussi pour une voirie, ça pourrait être le cas pour des réseaux, on peut l'extrapoler à l'échelle des projets d'aménagement, mais d'avoir une connaissance en fait de toutes ces ressources et à chaque fois qu'on intervient dans une opération de renouvellement urbain, parce qu'on aura stocké ces informations, parce qu'on y aura accès, et on sera en capacité de les réutiliser. Mhm. Et du coup, quels seraient les changements majeurs selon vous dans ce type de projet versus le projet classique? Il y a deux niveaux majeurs. Il y a, le premier niveau, c'est au niveau de la stratégie. Quand on est en amont, en phase de conception, si on est à l'échelle d'une opération d'aménagement, l'enjeu, c'est de ne plus chercher à éviter, réduire, compenser des impacts négatifs, mais bien de chercher à identifier les ressources qu'on a à disposition en vue de préserver, valoriser. Donc, en fait, on ne se pose pas les mêmes questions, donc on a d'autres réponses. Et au niveau opérationnel, c'est développer les outils techniques qui nous permettent d'avoir cette traçabilité. Changement majeur, en fait, cette traçabilité, ces informations dans l'aménagement, on l'a au niveau du foncier. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui fait une extension, quand vous avez un projet, il y a une démolition, il y a une construction, on a une traçabilité avec les permis de construire, avec les permis de démolir, avec les déclarations. Et derrière, il y a toute une mécanique fiscale qui se met en place. Et on a une traçabilité finalement du suivi du foncier. Et l'idée, c'est d'avoir un peu cette même lecture
mais au niveau des matériaux, quand on arrive à une phase de démolition, quelle est la quantité de matière? Est-ce que cette quantité de matière va valoriser sur le territoire ou est-ce qu'elle va être valorisée ailleurs? Il peut y avoir finalement une analyse des flux. Et donc, ça va être surtout des outils technologiques qui vont nous permettre d'engager les changements pour passer à un modèle circulaire. Et du coup, par rapport aux freins que vous avez pu identifier dans tout ce projet? Dans les freins identifiés, il y a la fameuse résistance au changement ou l'inertie ou sortir de la zone de confort. Il faut faire autrement, faut se remettre en question. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un travail avec la chaire de la transition avec l'Université catholique de Lille. Au niveau des freins, c'est effectivement hyper complexe parce que ça brasse énormément d'acteurs et donc c'est autant d'acteurs qui doivent continuer à travailler ensemble mais autrement. Et puis il y a au niveau de la réglementation parce que la séquence ERC c'est dans la réglementation et du coup elle prend appui sur un paradigme qui est générateur d'externalités négatives. Donc il y a aussi cet enjeu à faire évoluer les réglementations. Mmh. Et du coup, vous avez déjà répondu à cette question, mais quelles pourraient être les façons, les manières d'inciter les différentes parties prenantes pour tendre vers ce nouveau modèle? Parmi les solutions, de toute façon, ce qui revient de façon récurrente, c'est la rentabilité économique. Donc là, l'enjeu, ça va être vraiment, selon les interlocuteurs, mais si on s'adresse à des opérateurs privés, on est sur un enjeu de rentabilité et il y a peut-être des modèles économiques à trouver puisque effectivement, dès qu'on parle aménagement circulaire ou cyclique, on est sur du temps long et les rentabilités sont sur les temps longs. Or, on est sur des modèles qui appellent à une rentabilité à court terme. Donc, il va falloir aussi innover sur ces aspects-là et être crédible pour expliquer en quoi le fait d'avoir la connaissance de son stock de ressources et la capacité à la réutiliser, comment on crée des modèles qui nous permettent de trouver cette rentabilité malgré tout sur le court terme et qui préservent la ressource sur le temps long. Ensuite, il y a effectivement le fait de la création d'écosystèmes. Finalement, c'est trouver les solutions ensemble qui permet aussi aux opérateurs de travailler ensemble et inciter vers le modèle circulaire. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, on a un petit peu dépassé du coup l'heure du webinaire, l'heure de fin du webinaire, mais juste pour faire un gros résumé de tout ce qui a été échangé, voilà, je pense qu'il y a plein de bénéfices qui ont pu être identifiés. Bien sûr, le fait de préserver le foncier en caractérisant les matériaux et en établissant des nouveaux cycles en fait pour revaloriser les produits issus de déconstruction de bâtiments et également pouvoir aussi développer l'économie locale d'un territoire. Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Alors, je vois déjà une première question pour vous, Jamila. Donc, je suppose que le PLU intercommunal Habitat et Déplacement de la MEL a prévu cette nouvelle démarche d'aménagement. Depuis quand les élus métropolitains sont-ils engagés dans cette politique? Alors, pour répondre, ce n'est pas intégré dans le PLU, hein, parce que en fait, le projet Janus, il a 1 an et demi et on vient d'approuver notre nouveau PLU qui avait été engagé beaucoup plus tôt. Et en fait, on est quand même dans une démarche innovante. Et l'idée, c'est quand même de ces solutions, c'est de les tester et de vérifier si effectivement ça fonctionne et être crédible ensuite pour les déployer sur d'autres territoires, sur les documents stratégiques. Et pour l'instant, on est dans une démarche d'innovation. Ce n'est pas encore intégré dans nos documents. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Vous pouvez toujours les écrire dans la conversation.
Il y a des messages sympas. Voilà. Eh bien, merci, merci à tous les participants. Merci beaucoup également à vous, Jamila, pour cette intervention. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent eh bien, rejoindre l'Alliance, vous pouvez toujours nous écrire sur le site de Psycléa et ce sera l'occasion d'échanger, comme je l'ai précisé au début du webinaire, sur vos différentes expériences et pratiques autour des sujets de l'économie circulaire. Et ce webinaire a été enregistré, donc vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Psycléa. Voilà, et bien merci à tous et bonne fin de journée et bon confinement. Merci, au Au revoir. revoir.